Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Restons prudents, c'est le message délivré par les Européens après l'accord de cessez-le-feu arraché lors du sommet de Minsk. François Hollande met en avant un règlement politique global. Angela Merkel y voit une lueur d'espoir, mais il y a encore de grands obstacles, précise-t-elle. Alors quelle sera la suite? Comment peut se décliner ce texte sur le terrain? Les éléments dans ce journal. L'Ukraine au menu aussi du Conseil européen ce soir à Bruxelles et il est également question de l'autre enjeu du moment en Europe, le dossier grec. Les Européens espèrent que le Premier ministre Alexis Tsipras enverra un signal de bonne volonté. Le gouvernement grec attend, lui, plus de compréhension de la part de ses partenaires. À suivre, l'analyse de notre envoyée spéciale Nora Hamadi depuis Bruxelles. Dernier jour d'audition devant le tribunal de Lille pour Dominique Strauss-Kahn. L'ex-patron du FMI a dû s'expliquer aujourd'hui sur des textos évoquant des soirées. Il a aussi apporté des précisions concernant son appartement parisien qui servait à recevoir des femmes. Mais DSK a terminé cette journée sans être inquiété par la thèse de la partie civile. Les détails dans le tour de l'info tout à l'heure. Réformer en profondeur l'ENA, c'est le souhait du gouvernement qui veut donner un nouveau souffle à cette prestigieuse institution. Le berceau de l'élite française doit être une véritable école de management public, a précisé le secrétaire d'État à la réforme Thierry Mandon. Alors qu'en pense la directrice de l'École nationale d'administration, Nathalie Loiseau, est mon invitée ce soir pour le grand entretien du jeudi. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être dans notre compagnie ce soir. Et avant de développer tous ces titres, on commence par cette nouvelle. François Hollande confirme l'achat de 24 avions Rafale par l'Égypte. L'avion de combat de Dassault Aviation remporte son premier contrat à l'export. Ça a été salué ce soir par le président français. La signature interviendra dès lundi. C'est le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui signera au nom de la France. Les négociations entre Paris et Le Caire ont été menées en un temps record, seulement 3 mois de discussion. Et au final, cette bonne nouvelle qui met fin à 15 années d'échec commercial pour cet avion. Et la France espère un effet d'entraînement pour les négociations en cours avec le Qatar et surtout avec l'Inde. On voit tout cela avec Louis Sibylle. Le Rafale, c'est le fleuron militaire de l'aéronautique français. Un fleuron, mais un échec commercial aussi. En 15 ans, pas une seule vente. La commande de l'Égypte porte sur 24 appareils et un montage financier complexe. Cette première vente, les gouvernements successifs s'y sont tous essayés. Le ministre de la Défense jouait dimanche encore les VRP de luxe. Il sert très bien les armées françaises, il est très opératoire dans les différentes interventions que nous avons, que ce soit en Irak aujourd'hui, que ce soit en Afrique, que c'est un avion de grande qualité. Des désillusions, le Rafale en a connu. Au Brésil, au Maroc, à Singapour, trop cher et trop pointu, l'avion militaire n'arrivait pas à s'exporter. Un manque à gagner colossal pour l'État français. Jusqu'en 2019, Dassault devrait en produire 66, dont seulement 26 pour l'armée française. Mais si les 40 autres ne se vendent pas, c'est la France qui payera l'addition, soit 4 milliards d'euros. Mais des pays ont déjà montré leur intérêt, comme en Inde où la France a remporté un appel d'offres. La vente des Rafales en Égypte pourrait même ouvrir de nouvelles perspectives. Ça peut faire éventuellement effet boule de neige pour d'autres pays qui potentiellement seraient intéressés. Par exemple, à un horizon plus lointain et moins sûr, il y a aussi le Koweït ou la Malaisie. Officialisé ce soir par François Hollande, le montant du contrat égyptien sera de 5 milliards d'euros. La signature interviendra lundi prochain, après 3 mois seulement de négociations. Est-ce un accord global? C'est toute la question concernant le texte signé lors du sommet de Minsk. Après de très longues heures de négociations, la nuit dernière, les différentes parties sont tombées d'accord sur un règlement général. Et maintenant, comment le faire respecter sur le terrain? On voit tout cela avec Mounir Soussi.
17 heures de négociations pour arracher un cessez-le-feu. À Minsk, après une nuit tendue, Vladimir Poutine s'est engagé à œuvrer pour un cessez-le-feu qui doit prendre effet dans la nuit de samedi à dimanche. Le texte signé place l'Ukraine devant le fait accompli d'une perte de souveraineté territoriale, mais il permet d'éviter une escalade. Le couple franco-allemand se félicite de son rôle, mais reste prudent sur la future application de l'accord. Je veux surtout souligner ce qu'a été le rôle de la chancelière et la complémentarité de la France et de l'Allemagne dans ce processus, qui permet à l'Europe d'être pleinement également engagée. Dans la foulée, François Hollande et Angela Merkel se sont rendus à Bruxelles pour un sommet européen. Ils attendent de voir comment la situation évolue sur le terrain. C'est une lueur d'espoir, ni plus ni moins. Nous essayons de nous en servir, mais il est important à présent que les actions suivent les mots. Une journée positive pour l'action de l'UE sur la scène diplomatique. Et pour soutenir l'Ukraine, le FMI envoie un signal à Moscou en envisageant d'accorder un prêt de 15 milliards d'euros à Kiev. L'Ukraine, au menu aussi du Conseil européen ce soir à Bruxelles. Et il est également question de l'autre enjeu du moment en Europe, le dossier grec, bien sûr. Les Européens espèrent que le Premier ministre Alexis Tsipras enverra un signal de bonne volonté. Le gouvernement grec attend, lui, plus de compréhension de la part de ses partenaires. Et on retrouve en direct de Bruxelles Nora Hamadi. Bonsoir Nora, dites-nous quels sont les enjeux de ce Conseil européen sur le sujet grec. Eh bien, écoutez, les enjeux, Sonia, ont été clairs. Il faut absolument trouver une solution au dossier grec. Ici, je ne vous cache pas qu'après le fiasco de l'Eurogroupe qui s'est tenu hier à Bruxelles et qui n'a pas réussi en fait à sortir un communiqué commun sur l'avancée des négociations, ici, on est clairement sur une position quasi de ras-le-bol. Il faut entendre Alexander Stubb, le Premier ministre finlandais, qui disait à l'entrée de ce Conseil, maintenant, il faut arrêter avec les Grecs, il faut à un moment respecter les engagements pris. Clairement, nous commençons à être à bout de patience. Donc, une sortie qui représente assez bien en fait l'espèce de ras-le-bol, d'autant que vous le disiez à l'instant, le cas ukrainien a beaucoup occupé les dirigeants européens ce soir ici entre 16h et 22h. Le Conseil est sur le point de se terminer. On attend d'une minute à l'autre en fait une prise de parole des dirigeants européens, dont François Hollande. Et clairement, il va falloir trouver une solution. La deadline, c'est lundi, la prochaine réunion de l'Eurogroupe. Et demain doit donc se tenir une réunion technique entre le FMI, la BCE et l'Eurogroupe et Alexis Tsipras et les représentants de la Grèce. Et surtout ce soir, pour la première fois, il y a eu cette rencontre qu'on attendait depuis très longtemps, celle d'Angela Merkel et d'Alexis Tsipras, donc nouveau Premier ministre grec. Une rencontre qui a duré 15 secondes, assez froide finalement, mais qui a au moins permis aux deux ennemis, si je puis dire, qui se parlaient par presse interposée, de créer du lien. Donc on attend maintenant ce qu'il va sortir de cette réunion technique demain et surtout de la réunion de l'Eurogroupe lundi, avant peut-être de voir ou pas ce Grexit, ce cauchemar de la sortie de la Grèce de la zone euro, arriver ou non. Merci beaucoup Nora Hamadi en direct de Bruxelles. La suite du 22h, dans un instant, c'est le grand entretien du jeudi soir. Mon invitée est la directrice de l'ENA, Nathalie Loiseau, au moment où le gouvernement veut réformer cette prestigieuse institution de l'élite. Mais d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, regardez, c'est le tour de l'info en France et dans le monde. Il est signé ce soir, Nathalie Guilloire. Un pas de plus vers une candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024. Un rapport sur l'opportunité et la faisabilité des JO a été remis aujourd'hui à Anne Hidalgo. C'est au mois d'avril que la mairie se décidera. Pour l'instant, la maire de Paris reste prudente sur le sujet. La question n'est pas la réticence, c'est que pour qu'une candidature puisse l'emporter, d'autant qu'on a essuyé quand même par le passé 3 échecs pour les Jeux de 92, de 2008 et de 2012, il faut tirer les enseignements de cela. Le président du Comité français du sport international, lui, annonce qu'une candidature parisienne serait financièrement responsable, avec un coût estimé à moins de 4,5 milliards d'euros. Troisième et dernière journée d'audition aujourd'hui pour Dominique Strauss-Kahn. Devant les juges, l'ancien directeur du FMI a répondu à toutes les accusations. Il nie être l'instigateur des soirées malgré le terme de cadeau ou bien de matériel dans le contenu de ses SMS, une version qui ne convainc pas les parties civiles.
Il tient sa ligne de défense de manière extrêmement ferme et avec une certaine rouerie, une certaine habileté. En même temps, c'est son droit le plus strict de se défendre. Nous avons nos convictions, mais encore une fois, une conviction n'est pas une preuve. Hausse de 12% en janvier du nombre de morts sur les routes en France. Cette augmentation intervient après les mauvais chiffres de l'année dernière. 2014 a connu une hausse de 3,7% du nombre de morts sur les routes françaises, une première depuis 12 ans. Le gouvernement promet déjà une série de nouvelles mesures. Réuni aujourd'hui, le CSA sanctionne les médias dans le traitement de l'affaire Charlie Hebdo par les radios et télévisions. Au final, 36 manquements, dont 21 ont justifié des mises en demeure, mais aucune sanction concrète. Exemple, on reproche aux médias la divulgation d'éléments permettant l'identification des frères Kouachi. La plupart des télés sont concernées par ces conclusions. L'entretien du jeudi 22h avec mon invitée ce soir, elle est la directrice de la prestigieuse institution l'ENA. Nathalie Loiseau, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes également l'auteur du livre Choisissez tout. On va en parler tout à l'heure. On parlera également ce soir de votre parcours, de l'ENA, bien sûr, et de la réforme qui la concerne. Mais d'abord, selon vous, si on devait poser la question aux Français, que pensez-vous de l'ENA ? Qu'est-ce qu'ils pourraient répondre ? À peu près la même chose que ce qu'ils répondent quand on leur demande qu'est-ce qu'ils pensent de l'État. Ils en attendent énormément et ils sont aussi prompts à le critiquer. On a un rapport un peu particulier à nos institutions en France et l'ENA ne fait pas exception. Donc ils attendent autant de l'État que de la fonction publique, finalement, la haute fonction administrative et publique. Et quand on voit n'importe quelle une d'un journal en France sur n'importe quel événement, la question c'est que fait l'État ? Ça n'est pas forcément comme ça qu'on raisonne ailleurs, c'est une spécificité française et du coup on a un rapport de forte attente et parfois de déception ou de critique vis-à-vis de l'ENA. C'est un peu l'école qu'on adore détester ou critiquer et c'est aussi quand on fait un sondage, celle où les Français voudraient voir leurs enfants. Donc il y a ce paradoxe. Il y a ce paradoxe, il y a aussi beaucoup de fantasmes. Alors on va en parler, des fantasmes, peut-être parfois des réalités. On va prendre un exemple, un point précis, Nathalie Loiseau. On dit que beaucoup d'énarques investissent la sphère politique, qui sont au sommet de l'État, ou en tous les cas, qui occupent les plus grands postes. Alors si on prend l'exemple de la promotion Voltaire, évidemment, il y a Michel Sapin, il y a François Hollande et Ségolène Royal, mais dites-nous, en pourcentage, combien d'énarques finissent, ou en tous les cas, vont en politique? La promotion Voltaire, on a raison d'en parler parce qu'elle est exceptionnelle à tous les sens du terme. C'est vrai que c'est une promotion qui a terminé sa scolarité en 1980, juste avant la première grande alternance. Ils ont donc beaucoup ont rejoint l'équipe de Mitterrand. Ils ont été happés par l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir. En réalité, d'anciens élèves de l'ENA qui font une carrière politique au niveau national, c'est 1%. Des anciens élèves de l'ENA. Bien sûr qu'ils sont très visibles quand on a 3 présidents de la République. On ne peut pas passer ça sous silence et bien sûr on y pense. Mais c'est 1% des anciens élèves. Et selon vous, que pensent les anciens élèves de leur propre école ? Alors, ça dépend des anciens élèves, ça dépend du moment où ils y ont étudié. Moi, j'aime pas du tout cette formule, les énarques, d'abord parce que je la trouve très laide à l'oreille, et elle avait été créée par un ancien élève qui n'avait pas aimé. Que dites-vous alors ? Les anciens élèves de l'ENA. Justement, on va écouter quelques anciens élèves de l'ENA. Il y a de bons souvenirs, il y en a des moins bons. C'est notre journaliste Jérôme Rabier, accompagné de Pauline Dame, qui les a rencontrés. Regardez. On la surnomme l'école du pouvoir. Depuis 70 ans, elle forme les élites de la nation. Plus de 6500 hauts fonctionnaires français et près de 3300 étrangers sont passés par les rangs de l'ENA, l'école nationale d'administration. Et pour chaque promotion, son propre nom. Quand on arrive à l'ENA, il faut qu'on choisisse notre nom de promotion. Et nous, on était une promotion assez caricaturale, donc on s'est appelé Cyrano de Bergerac, ça nous allait assez bien d'ailleurs. Et ça a été une grande nuit très très longue, qui s'est terminée comme une grande nuit très longue, quoi. Des souvenirs positifs pour certains et pour d'autres un peu moins. Mon pire souvenir de l'ENA, c'est l'ENA. Le côté rat de laboratoire qui court entre les plaques électriques pour passer les obstacles et arriver premier. Avec quelque chose d'horriblement frustrant. Et peut-être que le système anglo-saxon dans lequel une part plus grande est faite aux humanités, à la culture vraie, une part plus grande est faite à la diversité des parcours, peut-être que ce système est plus intelligent que le nôtre, qui est vraiment fondé sur la grosse tête.
Obsession du classement, formatage des cerveaux. En 2011, le président du jury de l'ENA va même jusqu'à déplorer le conformisme intellectuel de ses élèves. Tous dans le même moule. Et vous pensez que Ségolène Royal et moi, on a l'air d'être exactement dans le même état d'esprit, avec le même type de personnalité? Non, oui, c'est deux personnalités très différentes qui sont pourtant issues de la même école. Sapin, Royal, Hollande, De Villepin, des personnalités toutes issues de la prestigieuse promotion Voltaire. Cette promo, sortie tout juste avant l'alternance de mai 1981 et où les liens d'amitié et les réseaux d'influence finissent par se confondre. Mais pour Christine Demesse, pas question de parler de copinage. Là, c'est l'ancien préfet Olivier Philippe. Il n'y a pas d'état d'esprit corporatiste pour les anciens élèves de l'ENA. Chacun fait sa carrière comme il l'entend et avec ses propres moyens. Souvent critiquée, l'institution promet de se réformer. Le gouvernement veut en faire une école de management public. Nathalie Loiseau, je vais vous laisser réagir au sujet, mais je retenais que Michel Sapin, avec beaucoup d'humour, dit que voilà, il ne ressemble pas, il n'a pas le même état d'esprit que Ségolène Royal, c'est pas le même moule, on n'est pas tous pareils à l'ENA. C'est souvent la critique qu'on entend sur cette institution. Oui, alors il y a beaucoup de facilité de langage chez certains politiques, chez certains journalistes aussi, et puis c'est un peu français de généraliser des choses qui ne sont pas généralisables. Moi, ce que je sais, et je ne suis pas ancien élève de cette école, ce que je sais, ce que je vois, ce qui m'intéresse, c'est justement la diversité des profils, des motivations, des convictions, des compétences, des aptitudes. Les élèves avez contribué à la diversité, on va en parler. Ouais. Alors c'est aussi un objectif en soi. Hein. L'école a été créée pour ça, pour démocratiser l'accès à la fonction publique. C'est toujours l'objectif. C'est quelque chose que l'on poursuit. On ne peut jamais s'arrêter et se dire on est satisfait. Il faut toujours aller plus loin dans la démocratisation. Aller plus loin, c'est réformer. La réforme de l'ENA, c'est un sujet d'actualité. J'ai noté que le secrétaire d'État, la réforme Thierry Mandon, a parlé, je le cite, d'école de management public. Ça a dû vous faire bondir, ça sonne très marketing, ça? Ça me fait d'autant moins bondir que c'est la réforme que je prépare à la demande du gouvernement depuis un peu plus d'un an. L'intitulé ne vous gêne pas? C'est pas tellement qu'il me gêne pas, c'est que c'est moi qui l'ai proposé. Donc, j'aurais un petit peu de mal à dire qu'il me gêne. Et vous ne trouvez pas qu'il sonne un petit peu école de commerce? Non, parce que le management public, ça a ses spécificités. On est au service de l'ensemble des concitoyens. On n'a pas des clients, on a des citoyens en face de soi et on est à leur service quand on est dans le service public. On est sur des sujets d'intérêt général où souvent il n'y a pas de concurrence, où, je l'ai dit tout à l'heure, les attentes sont extrêmement fortes. Ça n'exonère en rien, bien au contraire, de développer des compétences de management. Vous avez dit quelque chose de très important, vous avez dit au service des citoyens. Il ne faut pas l'oublier, l'ENA est au service de l'intérêt général, tout comme l'État, évidemment. Ça, on a tendance à l'oublier. Je ne sais pas si les Français, vraiment, ils voient, j'allais dire, le bénéfice peut-être immédiat, justement. En quoi est-ce que l'ENA est au service de ses concitoyens? Alors, la devise de l'ENA, c'est servir sans s'asservir. C'est une belle devise. C'est une belle devise. Oui. L'école a 70 ans. Elle forme très majoritairement des hauts fonctionnaires que vous allez trouver dans des fonctions très diverses. Vous avez des préfets, vous avez des diplomates. J'en suis une moi-même, même si je n'ai pas fait cette école. Oui. Vous avez des gens qui, au quotidien, s'occupent de servir leurs concitoyens, s'agissant, j'allais dire, de services publics de proximité, s'agissant aussi de gestion de crise, s'agissant de catastrophes humanitaires, de catastrophes naturelles. C'est à ça que servent les anciens élèves de l'ENA. C'est pour ça qu'ils viennent dans cette école. Même si certains finissent après dans le privé, choisissent le privé, ça c'est leur droit. C'est leur droit, ils doivent 10 ans de service public. Voilà, il faut le rappeler. Alors, selon le gouvernement, pour cette réforme, donc, et je crois que vous la menez donc, en bonne entente avec le gouvernement, l'ENA, évidemment, va rester une école de l'excellence, il faut recruter les meilleurs, mais il faut privilégier d'autres critères. Alors, je les cite, capacité d'ouverture, qualité comportementale et même
savoir-être, ça s'apprend, le savoir-être? Mais cette réforme-là, elle est déjà faite. On a déjà adopté une réforme des concours d'entrée qui va entrer en vigueur cette année, dès août 2015. Le but, c'est justement d'éviter le rat de laboratoire dont parlait Denis Oliven. Je suis triste pour lui qu'il ait vécu les choses de cette manière-là. Mais apparemment, ça s'est bien passé dans la suite pour lui. Mais ça lui a réussi tout de même. Nous savons que nous recrutons des têtes bien pleines, puisque la plupart des élèves qui nous rejoignent ont déjà au moins 5 ans d'études supérieures derrière eux. Vérifier leurs connaissances, c'est une petite partie de notre travail de recrutement, mais un recrutement, c'est parier sur un parcours, une motivation et un potentiel. On veut être sûr que ceux qui nous rejoignent ont envie de se mettre au service de leurs concitoyens et qu'ils ont des qualités humaines d'écoute, de travail en équipe, de dialogue, de capacité de conviction et de capacité aussi à comprendre. Et c'est ça dont on a besoin. Que ce ne sont pas, j'allais dire, des technos sans cœur, comme parfois on le dit. Mais vous savez, là encore, cette espèce de généralisation, moi je suis depuis plus de 25 ans dans la fonction publique. J'ai connu des gens formidables, beaucoup, d'autres avec lesquels j'aurais peut-être moins envie d'aller dîner, mais c'est vrai, c'est comme partout finalement, oui. J'ai surtout connu beaucoup de gens pour qui servir ses concitoyens, c'est plus qu'un métier, ça n'est certainement pas un gagne-pain, c'est largement une raison d'être. Et des gens qui ne comptent pas leur énergie pour essayer d'améliorer les choses. Mais vous dites, et c'est important, que le concours d'entrée ne doit pas être le concours du meilleur QI, c'est pas un concours, j'allais dire, de beauté intellectuelle. C'est pas un concours de beauté intellectuelle. Oui. On a besoin d'être certain que les gens qui nous rejoignent ont des connaissances vastes et qui sont capables de continuer à apprendre. Une fois que cette certitude, nous l'avons, il y a bien d'autres choses que nous recherchons, bien sûr. Alors on a parlé brièvement, j'ai parlé brièvement de votre parcours. Vous avez dit que vous n'êtes pas passé par l'ENA, vous êtes une diplomate chevronnée. Je vais citer alors le bac à 16 ans, vous parlez le chinois aussi bien que l'anglais, vous êtes précoce, pionnière dans différents domaines. D'ailleurs, diplomate chevronnée, ça vous a beaucoup servi ce parcours de diplomate pour arriver à l'ENA? Il faut être diplomate? Écoutez, dans la vie, ça ne peut pas nuire. Être diplomate, c'est en gros savoir écouter, savoir comprendre et savoir convaincre. Ça sert partout. C'est une bonne devise, c'est peut-être la vôtre? Oui. Ça me plaît bien, oui. Oui. Alors, c'est ce que vous exprimez d'ailleurs dans ce livre « Choisissez tout » aux éditions J.C. Lattès. Alors, choisissez tout pour redonner confiance aux femmes, les encourager à faire ce qu'elles aiment, dans leur vie active d'ailleurs comme dans leur vie personnelle. Et le tout, c'est très important, en bonne alliance avec les hommes. Est-ce que c'est une... alors, le mot féminisme, ça va peut-être vous faire hurler, mais c'est une forme de féminisme réformé, adapté. Alors le féminisme ne me fait pas du tout hurler, moi je suis féministe. Certaines formes. Je suis tout à fait féministe, je n'ai pas besoin d'expliquer ou d'excuser le fait d'être féministe, mais on peut être aussi féministe sereine et ne pas penser, quand même quelque chose. Ne pas penser que le féminisme c'est quelque chose qui s'exprime contre les hommes. Moi ce que je pense c'est que les femmes ont beaucoup de choses à apporter à la société à un moment où nos sociétés ont envie de bouger et besoin de bouger. Et je pense que le féminisme, c'est une forme de réformisme, de progressisme, de ne pas être tout à fait satisfait du statu quo et d'avoir envie d'améliorer les choses. Décider d'elle-même, les hommes ne sont pas... Il ne faut pas déclarer la guerre aux hommes, il faut être allié des hommes, c'est bien cela. C'est une leçon de vie, de comportement, finalement. Écoutez, il y a des choses qui parfois m'ont agacée, notamment dans une certaine forme de littérature féministe américaine. Il y a un livre américain qui s'appelle « La fin des hommes ». Oui, tout à fait. Oui. Ce qui consiste à dire, bon, finalement, aujourd'hui, les femmes ont tout, peuvent tout avoir de ce qu'elles souhaitent. Elles sont bardées de qualité. Et donc, le règne des hommes est terminé, c'est le règne des femmes. Mais c'est une perspective atroce qu'on nous décrit. Moi, j'ai pas du tout envie d'une société où les unes gagneraient contre les autres. Moi, j'ai envie d'une société pleine et entière où chacun a sa place. Avec les hommes, et d'ailleurs, souvent, ils en tirent avantage. Hein. Tout le monde avance ensemble. Est-ce que les hommes, de manière générale, vous ont aidé dans votre parcours? Bon, j'ai parlé du Quai d'Orsay tout à l'heure. Vous êtes arrivé quand même dans un milieu où il n'y avait pas beaucoup d'hommes. Il y en a un qui vous a pas beaucoup de femmes. Pardon, il y en a un qui vous a pas beaucoup aidé. C'est Laurent Fabius. Oh, alors ça, c'est le cas.
Non, c'est pas le cas. J'ai quitté le Quai d'Orsay pour venir diriger l'ENA. Je ne ferai pleurer personne, et moi non plus, je ne pleurerai pas d'avoir quitté un métier que j'adore et pour faire quelque chose qui me passionne. Donc non, il faut pas là non plus simplifier. Vous êtes dans le présent. Complètement. J'ai regardé tout à l'heure en préparant cet entretien de nombreux discours que vous avez tenus. J'ai même retenu cette phrase, alors je l'ai trouvée sur votre compte Twitter, celle de René Char. « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » Ils se sont habitués. À vous? Ils se sont habitués, c'est une phrase que j'ai dite il n'y a pas très longtemps à des jeunes lycéennes de quartiers défavorisés pour les encourager à aller vers ce qu'elles souhaitent, à décider par elles-mêmes. La question n'est pas une question d'ambition, la question est une question de curiosité, de passion et de liberté et d'indépendance. Nathalie Loiseau, comme tous les jeudis, je fais réagir notre invité à une semaine d'actualité qui est croquée en dessin par notre dessinateur Hervé Baudry. Puis vous avez le loisir de choisir l'un des dessins. Regardez. Alors celui sur l'ENA vous a beaucoup fait sourire, je vais vous laisser réagir à celui-ci, mais un mot sur le dernier dessin avec l'accord de Minsk à l'arraché. Vous avez été et vous êtes une diplomate. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces sommets, justement avec de longues heures de négociations, de ces accords dont on se demande comment ils vont se traduire sur le terrain maintenant? Alors on se pose toujours des questions. Le président est revenu avec beaucoup de prudence aussi sur ce qui s'est passé, mais moi je constate d'abord que dans les grands moments, l'Europe est là. On est dans une phase... La France et l'Allemagne plutôt, non? Écoutez, l'Europe, c'est notamment la France et l'Allemagne. Sans la réconciliation franco-allemande, on n'aurait jamais pu parler d'Europe. L'Europe est née sur la capacité de la France et de l'Allemagne de se réconcilier. Et quand elles portent ensemble la voix de l'Europe sur la scène internationale, c'est quelque chose qui pèse. On a tellement critiqué ce couple franco-allemand, c'est important de le souligner. La réforme de l'ENA, je voudrais qu'on voit le dessin. Quand même, il nous a beaucoup fait sourire. On va le voir avec la promotion courant d'air. Une question pour terminer. Est-ce que vous conseillez à vos enfants, je crois que vous avez 4 garçons, 3 garçons, de faire l'ENA? Alors je leur conseille de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et si vous dites maman je veux faire l'ENA? Écoutez, on verra, pourquoi pas. Pourquoi pas plus que ça. Que chacun aille vers ce pourquoi il est fait et ce dont il a vraiment envie. Et surtout qu'il n'essaye pas de copier ce que font leurs parents. Mais ça, je crois qu'il n'y a pas de risque avec mes 4 garçons. Merci beaucoup Nathalie Loiseau, c'était un plaisir de vous recevoir. Je rappelle le titre de votre livre, Choisissez tout. Voilà, c'est une belle devise. Merci à vous, on arrive à la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Belle et douce nuit à vous.